Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le Bolloc-Solama. Aujourd'hui, à l'Hôtel de Lille, nous recevons O.L. Duré. C'est un artiste français d'une trentaine d'années qui habite entre Nantes et Paris. Il travaille actuellement à la résidence Saint-Ange à Grenoble. Après des études à l'école des Beaux-Arts de Nantes, O.L. Duré consacre ses recherches plastiques à l'esthétique do-it-yourself. Il synthétise ses recherches à l'occasion de 2 publications titrées « I Can Do Anything Badly ». Tout en restant fidèle à cet esprit DIY, son travail est aujourd'hui une série de fictions dont les chapitres et les univers sont composés par les pièces qu'il crée. Chacune de ces pièces dévoile une facette d'une histoire qui lui préexiste, écrite par O.L. Dans cet épisode, O.L. Duré nous raconte comment il construit ses fictions et les œuvres qui les accompagnent, évoque son goût et son intérêt particulier pour le spectacle vivant, et enfin nous livre sa lecture du marché et de l'histoire de l'art d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour O.L. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Je suis un jeune artiste français et je ressemble à Harry Potter. Qu'est-ce que tu dirais de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus ? Je dirais que mes travaux, ce sont des histoires et qu'il ne faut pas essayer de les voir autrement. Des histoires du coup fictives, des histoires de... Ouais, des histoires que j'écris, des histoires qui se racontent, et que les œuvres sont des supports, des étapes de ça. Et elles sont remplies de clins d'œil et de renvois entre elles à l'histoire de l'art, à plein de choses. Tu as étudié aux Beaux-Arts de Nantes. Au moment où tu commences tes études, est-ce que tu avais le sentiment que l'art était un domaine accessible ? Moi, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts un peu rapidement. C'était pas une question parce que, ayant grandi à Nantes, je faisais l'école des Beaux-Arts de Nantes. C'était une espèce de continuité simple pour moi qui ne soulevait pas d'autres questions, en fait. C'est-à-dire que l'école était un microcosme en soi dans lequel j'étais plus ou moins présent. Mais l'idée d'un monde professionnel de l'art, c'était vraiment même pas envisageable. Enfin, c'était quelque chose que j'imaginais pas du tout. Mais qu'est-ce qui t'a amené alors à faire cette école ? En fait, parce que je crois que tu faisais une option art plastique au lycée. Ouais, c'est ça. J'étais amoureux, je voulais rester à Nantes, et donc du coup, j'ai tenté le concours à Nantes et aux écoles d'art de Bretagne. Avant d'aller faire le concours des écoles d'art de Bretagne, j'ai été reçu à Nantes, donc je suis resté à Nantes. En fait, j'ai passé un concours et je suis rentré là. Je dirais que c'est la dernière année, les derniers mois de la dernière année à l'école d'art où j'ai commencé un peu à comprendre que ça allait bientôt se finir et que voilà, donc bon, c'était le flip complet. J'ai imaginé 1000 scénarios, sachant que j'ai aussi voulu abandonner l'école d'art des milliers de fois. Enfin voilà, j'ai été pas si investi que ça pendant mes études. La dernière année a été une année où je me suis plus investi et où du coup j'ai compris que c'était la fin aussi. Et c'est après, j'ai immédiatement déménagé à Paris et je me suis rendu compte que de toute façon, si je produisais pas des pièces, ça n'allait pas. Donc j'ai continué comme ça en fait. Et après, j'ai eu assez de chance pour que les choses démarrent assez vite. Mais ça s'est fait de manière assez simple. Et finalement, qu'est-ce qui t'a sensibilisé à l'art au début ? Avant les arts visuels, je pense que j'ai toujours eu plus une sensibilité et été amené vers le spectacle vivant. Pas tant en pratique qu'en spectateur. J'allais beaucoup au théâtre, j'allais voir de la danse, j'allais voir beaucoup de choses. Enfin, ça, c'est plutôt un background que j'ai. L'art, c'était pas quelque chose qui était là. Après, à part une espèce de pratique de dessin un peu compulsive qui amène un conseiller de l'éducation nationale à dire allez hop, fais ça, ça va être cool. Mais non, il n'y a pas de truc transcendantal comme ça, je sais pas, c'est plutôt un cheminement hyper éducation nationale, quoi.
Dans tes travaux, l'idée qu'on peut faire les choses soi-même est importante. C'est un parti pris qui correspond aussi à une esthétique que tu mets en place. Par exemple, l'installation Leftovers de 2012, tu réalises des sculptures à l'aide de choses que tu trouves dans ton atelier. À quel moment est-ce que tu commences à développer cette esthétique ? Juste après mon diplôme des Beaux-Arts, parce que quand j'ai passé mon diplôme à la fin des Beaux-Arts, j'avais pas vraiment de pièces. Et surtout, j'ai tout bazardé tout de suite pour un peu reprendre avec ce qu'il y avait après. Et j'ai entamé une sorte de compilation, de recherche justement sur le bricolage et une esthétique do-it-yourself. Justement, qui ne soit pas une esthétique cheap, parce qu'on n'a pas d'argent, on fait ça, mais qui soit un positionnement. Et donc, c'est des pièces qui sont des trucs hyper rapides. D'ailleurs, c'est des pièces qui n'ont jamais été montrées en dehors de sur mon site internet, parce que, en fait, c'est allé vite. Et ce qui a marqué toute cette démarche, c'était plutôt le livre que j'ai fait après. Ouais, ça vient dans l'année après les Beaux-Arts, en fait, vraiment. Ton travail semble impossible à limiter à une seule forme ou à un seul médium. Tout est possible, de l'opéra au jardin en passant par le film. Est-ce que cette position d'apprentissage continuel est importante pour toi ? En fait, dans ma façon de travailler, moi j'écris des histoires, j'écris des scénarios. Et de plus en plus, je cherche surtout à trouver des ressorts d'écriture scénaristique. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Et c'est ça qui va induire les formes qui vont être produites. C'est-à-dire que je vais écrire une ébauche de scénario, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, par exemple. Et je vais le découper en tranches, en chapitres. Et en fonction des opportunités que je vais avoir de production, d'exposition, ou pas d'ailleurs, parce qu'un film, il n'y a pas forcément besoin de le montrer immédiatement, je vais définir les moments qui me semblent importants d'être traités de telle ou telle manière. Et de cette façon-là, je ne suis pas du tout à m'enfermer dans un même répertoire technique. Ensuite, je teste assez régulièrement d'autres techniques, mais ça c'est aussi lié à la structuration de mon atelier et de ma production, qui fait que je travaille avec un associé avec lequel on discute aussi beaucoup de choses, on teste des matériaux, voilà pour rigoler aussi, quoi. Donc ça m'amène à être assez souple pour glisser sur d'autres techniques et tenter des choses. Du coup, il y a aussi ce jeu de ne pas être tout le temps dans un terrain conquis et d'essayer de maîtriser d'autres techniques que tu ne maîtrises pas encore. L'idée de la maîtrise et de la technique, c'est très compliqué justement, parce que à plein d'égards, il y a plein de pièces que j'ai faites qui, techniquement, d'un point de vue d'expertise, pourraient certainement être considérées comme des ratés. Mais après tout, on s'en fout, parce que c'est pas la valeur de l'œuvre. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, surtout quand on a des gens dans des expos qui nous disent que c'est mal fait, c'est génial, quoi. Et c'est incroyable. Moi, ça m'est arrivé en 2016 qu'on nous dise que c'était mal peint. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin, mais bon, voilà. Comment t'as rebondi à cette critique ? C'était à la FIAC, c'était un mec qui me disait c'est dommage que ce soit mal peint, et donc je lui ai dit c'est dommage parce qu'elle est déjà vendue. Mal. Et voilà. mais ce que je veux dire, c'est que oui, en termes de maîtrise, il n'y en a pas parce que je cherche pas ça, mais en fait, peut-être que d'une certaine façon, de toute façon, il y a plein d'œuvres que je produis, comme ce sont des éléments de narration qui sont plus de l'ordre presque de... certains ont une certaine ambiguïté entre le props, quoi, vraiment l'accessoire, l'objet d'appui d'autres choses. Et du coup, parfois, peut-être que j'évacue justement plein de choses de bien façon, je ne sais pas si ça existe, à cet égard dans la conception, parce que c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Il y a plein de moments où il y a une recherche d'effet avant tout, en fait. Cette idée d'écrire des scénarios, elle arrive quand dans ton travail ? Dès le début, dès la fin des Beaux-Arts, pareil ? Ou c'est Ça, c'était pendant. En fait, moi, je suis arrivé à mon diplôme avec une sorte de métafiction hyper bancale, avec pas d'objets, ou alors des objets qui étaient montrés, qui étaient plutôt des objets que des œuvres, ce qui était quand même hyper compliqué, parce qu'on attend d'un étudiant qui termine son cursus aux Beaux-Arts
d'affirmer des choses aussi d'un point de vue esthétique, d'un point de vue du style. Moi, il n'y en avait pas, quoi. Il n'y avait rien. C'était, voilà. Et donc ça, c'était un truc que j'aimais bien. Et puis j'aime bien l'idée, voilà, un peu héroïque, d'une épopée, d'un truc qui s'en va comme ça. Et donc, j'ai eu une petite phase de transition qui est celle juste après les Beaux-Arts, donc notamment la pièce dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis j'ai écrit ce premier bouquin qui est une histoire qu'on a cru très documentaire, mais en fait il y a plein de trucs faux dans ce livre. Enfin voilà, c'était aussi une histoire pour moi. Et juste après, j'ai recommencé. En fait, j'ai écrit une histoire, j'ai tourné un film et c'était reparti, quoi. Aujourd'hui, je dirais que ce qui devient compliqué pour moi, c'est justement de pas avoir cette façon de travailler en chapitrage qui deviennent une sorte de moto, parce que voilà, ok, bon, bah tu vois une expo, une deuxième, une troisième, à la fin tu sais qu'il y a un film, hop. Et ça, c'est compliqué, justement. Et du coup, c'est aussi compliqué de voir quelles peuvent être les étapes et où est-ce qu'une fiction se situe, à côté il peut y avoir. Enfin, il y en a plein. Enfin, justement, aujourd'hui, dans les formes narratives, par exemple dans les séries télé, c'est quand même assez génial de se rendre compte qu'une bande-annonce ou qu'un trailer, même un truc de 5 secondes, est un objet en soi narratif et qui n'a rien à voir, qui reprend des images qui ne sont pas dans la série, mais qui, en 5 secondes, envoie un signe comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment, en fait. Mais c'est pas le plus facile. Quelles œuvres littéraires ou œuvres, quel que soit le médium, t'influencent ? Ces dernières années, sur tout ce qui est écriture, moi, c'est vraiment certains auteurs, surtout David Foster Wallace, Thomas Pynchon, Don DeLillo. Déjà, en fait, je me suis remis à lire il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est hyper catastrophique, parce que j'ai à peu près 10 ans de ma vie où j'ai pas lu de roman, et que des bouquins hyper chiants d'histoire de l'art, et c'est un problème. Mais de travailler sur des formats narratifs, à un moment... c'est pas juste en regardant des objets de vidéo qu'on peut y arriver, il y a aussi plein d'autres choses. Et notamment cette bande d'écrivains qui vient, au tournant des années 80-90, vraiment influencer énormément de choses, même en écriture scénaristique. Et donc là, il y a des trucs vraiment, vraiment à prendre très fort et qui restent encore aujourd'hui dans le cinéma ou dans la réalisation audiovisuelle. Et c'est quoi, par exemple, ces trucs ? C'est tout ce qu'aujourd'hui par exemple, l'idée du spin-off, en fait, tout simplement, quoi. Le spin-off, c'est typiquement un truc qui vient de la littérature, en fait. Ouais, toute cette logique même de prequel, de trucs, enfin, tout ce qui va faire qu'une histoire, dans un format, elle va se diluer dans un tout, en fait. Et c'est un peu l'ambition, je pense, de pas mal de gens qui à un moment, travaillent de la fiction, c'est peut-être de faire le bouquin de tout, quoi. Enfin... De faire un monde avec... Ouais, c'est un moment... voilà. Et il y a des livres comme ça qui donnent un peu le vertige, parce qu'on sent qu'il y a des tests, mais on n'y arrive pas, on devient fou, en fait, je pense. D'un point de vue technique très concret, le processus de création doit être très différent à chaque fois pour toutes les pièces que tu fais. Comment est-ce que tu l'abordes ? Comment est-ce que tu l'envisages ? Moi, j'écris pas mal de choses. J'écris beaucoup, je dessine beaucoup. Je fais assez peu de tête parce que je déteste rater des trucs. C'est un énorme problème. Et ça va très vite, en fait. Parce que à l'atelier, je travaille avec un super associé qui connaît mon travail par cœur et et c'est avec lui que je vais débriefer pas mal de choses d'un point de vue technique. Lui, c'est quelqu'un qui adore chercher aussi plein de solutions techniques. Mais après, les choses vont assez vite, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'intuition, puis il y a beaucoup de choses que je vois, que je stocke j'imagine comme beaucoup d'artistes, énormément de banques d'images,
photos de pages de bouquins, de machins, de trucs. Bien sûr, mais après, entre par exemple faire un jardin comme tu avais fait à la Fondation Louis Vuitton et faire passer un casting comme il a fallu le faire pour la performance que tu avais faite au Palais de Tokyo, c'est quand même très large. Par exemple, pour faire passer un casting, est-ce que tu es allé chercher un directeur de casting? Est-ce que tu as fait tout le casting toi-même? Le truc, c'est que à côté, avec ce que je fais en tant qu'artiste, j'ai une structure de production par laquelle on travaille aussi beaucoup avec le spectacle vivant. Ce qui nous permet, avec mes associés, en fait, d'avoir vraiment une flexibilité importante sur les techniques aussi, la danse, le théâtre, l'éclairage, le son plateau, le son studio. Et donc du coup, en fait, moi j'ai une palette assez importante technique à disposition parce que cette structure de production, on l'a depuis 11 ans. On a beaucoup de matériel, on a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de gens autour de nous qui ont des compétences spécifiques pour des choses. Et par exemple, un casting, en fait, c'est hyper simple. Enfin, moi, j'ai passé un coup de fil à un metteur en scène qu'on a accompagné sur des scénos avec lequel moi je voulais travailler. En fait, je suis invité au Palais de Tokyo, je l'appelle, je lui dis, en fait, j'ai dit qu'on avait un projet ensemble, ce qui n'était pas vrai, donc maintenant il faut qu'on s'y mette, on y va. Moi, les acteurs avec qui il travaille, je les connais, on caste rapide, et puis on y va. Hein. En fait, les choses sont hyper fluides en fait dans la production. Enfin, pour le moment en tout cas, parce que ça fait longtemps que on produit beaucoup de choses, c'est-à-dire pas que mes œuvres, qui sont déjà de plein de techniques comme on l'a évoqué. Donc du coup, ça va très vite, en fait, tout le temps. Est-ce qu'il y a une forme que tu n'as pas encore explorée, que tu aimerais explorer dans le futur? Alors j'ai longtemps cru que j'avais envie de faire un long métrage. Et en fait, je crois que c'est hyper chiant. Parce que j'ai passé 4-5 mois à écrire un scénario une fois. Je crois que c'est le truc le plus mauvais que j'ai jamais écrit. Il y a très peu de gens qui l'ont lu et tant mieux. Enfin, moi, je ne refais jamais ça de ma vie, quoi. C'est clair. C'est hors de question. En revanche, j'aimerais, je pense, vraiment monter une forme de spectacle vivant. Un vrai truc. Ça m'intéresserait vraiment. Enfin, a priori, c'est pas si compliqué pour moi, c'est pas si inabordable à plein d'endroits, hein, mais c'est comme tout, faire une bonne forme, c'est pas simple en fait, et surtout sur un médium comme ça qu'on n'a jamais expérimenté. La performance qui a eu lieu au Palais de Tokyo en avril dernier a été un bon test. Bon, après, j'ai des super comédiens et tout, c'était super quoi. Mais c'est pas une forme plateau, ce qu'on a fait au Palais de Tokyo. C'est une performance de 5 heures où on pouvait se permettre de faire ça. On peut pas se permettre de faire ça sur un plateau, sur 1h30. Enfin, je veux dire, on peut pas regarder ça, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est un autre truc. Alors, c'est une question qu'on se pose avec le metteur en scène avec qui je collabore. Je crois qu'on en a très envie, on va voir. Moi, j'aimerais bien. Quand tu produis une œuvre plastique, tu maîtrises les choses de A à Z. Là, il faut se fier à une équipe, etc. Ouais, alors après, je pense que ce qui est vraiment chouette, déjà, c'est de travailler avec une équipe, parce que travailler tout seul, c'est pas très rigolo. C'est d'ailleurs pour ça que je ne travaille pas tout seul. Là, moi, par exemple, bon, pour la performance au Palais de Tokyo, c'était la première fois que je travaillais avec des acteurs en dehors d'un contexte de tournage. Parce qu'un tournage, c'est simple, c'est préparé. Moi, j'envoie toutes les infos aux acteurs, ils arrivent, ils sont... paf, costume, maquillage, bam, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est parti, quoi. On discute, ils proposent des trucs, de toute façon, la caméra, elle tourne et c'est cool. Là, c'était hyper différent parce qu'il fallait écrire 5 heures, on avait 2 semaines. Donc, et c'était hyper drôle, ils se sont vachement moqués de moi parce que, bon, voilà, c'est pas comme ça qu'ils travaillent eux, mais bon. Et, en fait, on a fait énormément d'impro, tout simplement, parce que le cadre, il était en place, disons, la situation générale. Ils savaient comment c'était découpé. Ce que c'était, et ça a été que de la proposition de leur part. Donc ils avaient énormément d'accessoires et de costumes à disposition. On a cherché des choses, on a parlé, on a beaucoup débriefé, et moi j'ai noté plein de trucs. Alors c'est ça qu'ils se moquaient vachement de moi. En fait, j'étais au fond de la salle et je notais des trucs pendant qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi pendant des heures, quoi. Et après on débriefait tout ce qui marche, tout ce qui marche pas. C'est comme ça qu'on a créé des répertoires en fait d'action. Et donc dans la performance, c'est ça qu'ils avaient tous en fait, des listes de choses et tous les objets qui étaient
étaient là, en fait, ils étaient activés en fonction. Mais il y a quand même un truc de direction à tenir, je l'ai vu en fait. Et d'ailleurs, c'était super pendant le Palais de Tokyo d'avoir Tanguy, Malik Bordage que j'avais invité, parce qu'il sait tenir des acteurs en fait. Et ça, c'est autre chose. Je pense que c'est pas simple, et donc trouver sa place là-dedans, c'est pas. Après, ce qui est génial, enfin moi, ce que j'ai trouvé génial avec les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, c'est que c'est vraiment des gens qui étaient d'un enthousiasme et d'une bonne volonté pour pousser la chose. En fait, ils cherchent avec toi, et c'est ça, c'est super, quoi. Dans tout ton travail, il y a une part de recherche, il y a un espèce de corpus de références historiques, formel, très conscientisé. Ce corpus appuie ensuite les choix des formes que tu produis. Qu'est-ce qui t'attire dans cette idée de convoquer justement des références? Et pourquoi ces références? La plupart des formes, elles ont pas de... Elles ont une filiation, enfin voilà, et c'est très bien. De toute façon, c'est toujours la première question qu'on te pose dès que tu montres un truc, c'est genre ah ouais, tu connais le travail. Enfin bon, donc de toute façon, on est là-dedans. Enfin voilà, peut-être qu'on n'a rien à se dire, alors on se dit ça, mais non, mais c'est vrai. Donc tu en joues en fait. J'en ai joué à un moment pour faire des blagues, très clairement. Qui étaient plus ou moins fines d'ailleurs, mais qui sont toujours planquées, comme ça je m'expose pas trop. Par exemple il y en a une qui est un peu potage dans la première vidéo où il y a un poulailler en forme de Sol Lewitt, quoi. Bon bah voilà, c'est rigolo, quoi. Mais c'est nul. Mais bon, mais voilà. Moi, je pense que c'est drôle et que j'aime bien jouer avec des formes. En fait, je suis pas dans une déférence comme ça, une histoire de l'art, ni dans une irrévérence. En fait, je m'en fous, quoi. Je trouve ça. Et voilà. En fait, après, le rapport à la citation ou à la référence, il a été de l'ordre de la blague. Il l'est moins aujourd'hui, quoique. En fait, il y en a encore. Enfin. L'idée de générer une forme qui soit un événement, vraiment un truc comme ça qui... Je pense qu'il faut être extrêmement égocentrique pour avoir cette prétention-là, et surtout aller chercher quelque chose dans l'art dont on a un peu rien à foutre. Enfin, je veux dire... le concept de nouveauté en art est vraiment un truc idiot. Et donc, du coup, ce sont des outils d'une certaine façon, mais parce qu'en fait, on ne peut pas s'en défaire. Et puis, c'est comme ça. Ce processus de recherche, c'est quelque chose de constant, ou alors c'est quelque chose sur lequel tu dois te mettre? Parfois, tu dis, bon, là, je veux faire de recherche pour des travaux. En fait, ça a été un truc où je m'y suis collé, vraiment. Aujourd'hui, c'est plutôt dans la somme des choses que je vois et que je consulte, parce que je lis plein de trucs, quoi. C'est une catastrophe. Enfin, tous les trucs qui me passent un peu sous le nez, comme ça, c'est une sorte de compilation d'infos, de trucs, d'expos, d'images, enfin, qui en est hyper stimulé aujourd'hui. Et je pense que, voilà, à partir du moment où... Enfin, moi, je construis les choses comme ça, en fait, par association de plein de ce qui passe, quoi, dans le flux. Et il y a des choses sur lesquelles je m'arrête et d'autres non. Après, ouais, si, je dirais plutôt en lecture, en fait. Vraiment, je me force, parce que sinon, je le fais pas, quoi. Et donc maintenant, c'est cool que c'est redevenu un vrai plaisir, mais il a fallu forcer les choses. Mais sinon, en recherche, en fait, je lis plus de bouquins de théorie de machin, ça me saoule. Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre? C'est une somme de plusieurs choses, en fait, je pense. C'est un truc hyper phénoménologique tout de suite. Je pense vraiment qu'on entraîne un œil à force de voir des choses plein, et que il y a une vraie forme d'immédiateté. Je pense que quand on est sûr de plein de trucs, parce que je vous l'ai dit, j'ai lu
plein de bouquins, plein de trucs, sans prétention, mais voilà, il y a un truc, quoi, tu vois, où on s'intéresse à plein de choses, on emmagasine énormément de choses, on va voir énormément d'expositions, et à un moment, ça va très vite après. Enfin, moi, je trouve, surtout que pour creuser ensuite une œuvre, faut vraiment que ça m'arrête. Après, le storytelling ne m'intéresse vraiment pas, et il y en a beaucoup, on le sait, et ça, je m'en fous. J'ai vraiment il y a un rapport très immédiat. Qu'est-ce que t'appelles le storytelling, précisément ? Tout le machin autour des artistes. On a un discours hyper... on a un fantasme de l'artiste, de machin. Oui, tu sais, il ou elle a vécu 15 ans dans une cabane avec un castor. Tu vois, c'était pas facile. Et là, maintenant... tu vois, quoi, genre, ça va. Ok. On s'en fout. Moi, je trouve. Et c'est hyper prétentieux de dire ça, que moi, ce qui m'intéresse va très vite, et je le vois tout de suite, parce que voilà, j'ai des goûts, j'ai des œuvres autour de moi, j'ai des œuvres chez moi, qui sont pas que de moi, voilà. Et je pense que c'est une somme d'un goût et d'un truc, quoi, d'entraînement, un peu. Après, le définir précisément, c'est pas simple, parce qu'en plus, moi, je suis pas historien de l'art, quoi. Je suis artiste, donc... heureusement, j'espère que peut-être l'histoire de l'art va dire que je me suis trompé sur plein de gens. Et tant mieux, enfin, c'est cool. Parce que tu penses que l'histoire de l'art a forcément raison ? Non, mais bien sûr que non, c'est ça qui est cool. De toute façon, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, l'histoire de l'art, elle s'écrit aujourd'hui, en fait, tellement avec une relation tellement forte au marché. Tiens, il y a cet artiste qu'on avait oublié en 52, tu te rappelles, allez, ouais, on la remet, machin. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et on va trouver quelqu'un qui va écrire un texte dans telle revue, machin, ça va être cool. En fait, voilà, on voit quand même tout et n'importe quoi, faut pas se mentir. Et c'est une grosse braderie, et voilà, c'est très bien. Hein. Enfin, mais non, mais c'est vraiment intéressant. Enfin, à un moment, de considérer ce qu'on voit dans des institutions avec des gens qui font des choix et tout, ce qui est contestable aussi certainement, mais enfin des commissaires qui invitent des machins, des trucs, tac, tac, tac. Et ce qu'on voit chez des gens qui ont assez d'argent pour acheter des œuvres et de vivre avec, ou les laisser en storage dans leur cave, ça ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a un rapport comme ça, un peu braderie, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez vu la production. Enfin, moi, je sais que ça me crée parfois des angoisses, quoi. Un truc, même moi, enfin, j'ai eu énormément de production ces dernières années. Il y en a partout. C'est des caisses, ça veut dire qu'il faut les trimballer. Enfin, c'est vraiment un problème. Mais bon, voilà. Après, il y a des gens qui font des expos et qui savent mettre ça en perspective. Et peut-être que sur leur travail, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison. De toute façon, voilà, l'histoire de l'art, peut-être qu'elle n'existe plus. Et il y a les gens qui se réveillent et boivent leur café tous les matins face à telle sculpture ou telle peinture, et ça leur fait juste plaisir, en fait. Et vaut mieux qu'ils aient acheté ça plutôt qu'une reproduction de Marilyn Monroe chez Ikea, en fait. Donc, pour moi, il y a un aspect brocante, en fait, presque, quoi. Et c'est pas grave, mais... parce que si on revient à la question que vous m'avez posée au tout début, qu'est-ce qui fait qu'on devient un artiste, en fait, c'est qu'il y a quand même encore, par moment... on se raccroche aux branches en pensant qu'il y a peut-être une valeur transcendantale de l'art et quelque chose d'ultra romantique. En fait, non. Moi, je pense pas. Il y a des œuvres. Moi, ça me fait plaisir de vivre avec des œuvres et d'en voir parce que c'est nécessaire. Est-ce que c'est transcendantal et que ça va traverser les âges ou je ne sais quoi ? Ça, j'en suis pas sûr, mais c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la FIAC ? Moi, je trouve ça cool. En fait, ce que je trouve génial dans la foire et le rapport à la collection, que ce soit, et c'est différent d'une collection publique, une collection privée, il y a plein de profils dans tous les sens et tout, c'est de se rendre compte à un moment, c'est de chuter, en fait, en tant qu'artiste, d'un espèce de truc, d'une position peut-être un peu ultra conceptuelle, voilà, genre... héroïque, quoi, voilà. Et en fait, on vend des machins, quoi. Et c'est hyper drôle. Enfin, je veux dire, moi, C'est un rapport beaucoup plus trivial aux œuvres, oui. Et oui, mais c'est bien, parce qu'en fait, c'est ça.
C'est juste ça. Moi, je sais que quand j'ai fait la FIAC, j'étais content et tout. Alors, c'était cool. Enfin, j'avais mis ma petite veste et tout. J'étais sur le stand et tout. Ça m'intéressait. Et en même temps, j'étais un peu fier. Enfin, c'est normal. Enfin, il y a quand même un truc, quoi. Ça a été très intéressant de voir comment est considéré le travail. Et qu'en fait, in fine, on produit des objets. Enfin, il y a beaucoup de gens qui les prennent pour ça, en fait. Et pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, on est amené à tellement produire. Moi, je sais que les premières productions impulsées avec de l'argent qui n'était pas le mien, c'est 2013. Aujourd'hui, on est en 2019. J'ai plus de 100 œuvres dans mon inventaire. C'est n'importe quoi. Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités ? Eh ben, après cette exposition à la résidence Saint-Ange à Grenoble, je m'envole très longtemps pour la Nouvelle-Zélande, pour une résidence de 4 mois là-bas, où je vais tourner un film très drôle qui est dans la poursuite de ce que j'ai montré à la Fondation Louis Vuitton en janvier dernier. Et ce que je produis actuellement à Grenoble et le film que je vais faire, ainsi que l'installation qui a été montrée à la Fondation, tout ça va être remis dans une exposition personnelle en Allemagne, à Esslingen, à la Villa Merkel, en juin 2020. Et je travaille uniquement là-dessus. OL, merci de t'être raconté et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur Instagram, sur Twitter, sur ton site Internet ? Partout. Surtout sur Twitter, je suis hyper à donf. Et du coup, c'est quoi ton site, ton Instagram ? C'est OL Duré, c'est pas très compliqué. Ouais, mon site c'est pareil, avec .com à la fin. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Nous tenons à remercier l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr. Oh putain, c'est Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Tu t'es énervé sur la... Ah ouais, je sais pas. C'est monté, quoi.